Les téléphones portables, les consoles de jeux, les écrans. Il y a beaucoup de choses numériques, les panneaux par exemple, dans la ville. Que ce soit le développement, la programmation, tout comme tout ce qui est en lien avec le design, puis de même de manière générale, tout ce qui est en lien aussi avec les IA, les intelligences artificielles. Ordinateur, téléphone, tout ce qui est en lien avec Internet. On peut aussi parler du renouveau de l'art avec le numérique, avec tout ce qui est chain block, tout ce qui est Bitcoin, les NFTs, enfin, c'est vraiment vaste. Enfin, on ne peut pas juste dire numérique. L'avantage de pouvoir avoir accès aux informations, à des banques de connaissances, je trouve ça génial. Une sorte de petit robot qui permet aux personnes âgées isolées de pouvoir prendre leurs médicaments à temps et à l'heure, qui va prévenir les proches pour leur dire ben là, il y a monsieur un tel qui n'a pas pris son médicament, allez voir s'il va bien, s'il n'y a pas un problème. Tout comme il y a aussi des chaussettes pour la mort subite du nourrisson qui vérifient les constantes de l'enfant pendant qu'il dort, etc. Et donc du coup, enfin, ça dépend du sujet, mais je pense que le numérique est transversal. Sauf que le revers de la médaille, c'est que c'est utilisé de façon des fois mal intentionnée. Ça peut vachement modifier énormément la façon dont nous vivons. Je constate que je suis très addict. On ne peut plus profiter sans avoir un écran maintenant. Il y a toujours tout le monde qui est sur son écran. Il y a certaines personnes qui arrivent encore à vivre sans, entre guillemets, mais c'est compliqué maintenant sans téléphone, on ne peut plus rien faire. J'ai du mal à m'en dépatouiller, que les enfants sont très addicts. Donc il y a cette notion d'addiction qu'il faudrait qu'on arrive à enrayer. Là, on s'est pas mal rendu compte pendant la pandémie que c'est pas parce qu'on est tous connectés que la chaleur y est. On perd beaucoup de temps et au détriment des relations réelles de la vie courante. Quoi. Moi, j'ai pas trouvé qu'un ordinateur qui remplace un humain ou un ordinateur entre deux humains, pour moi, ça marche pas. Je trouve que c'est trop, quoi. C'est un peu envahissant. Je me dis, bon. Parce que maintenant, il n'y a plus que ça. Sinon, on ne peut pas vivre. Et justement, ça pousse à la consommation. On a lutté pour avoir des libertés, c'est pas le moment de s'enchaîner pour les perdre. Et la surveillance de masse, le contrôle, la catégorisation systématique, le recueillement des données contre notre gré, ou en cachette, ou en astérisque. J'ai été victime d'une personne toxique qui a utilisé le numérique, enfin les réseaux sociaux, de façon à m'atteindre. Voilà, et de façon insidieuse, sournoise. Là, je me cache. J'ai été obligée de fermer tous mes comptes des réseaux sociaux. J'ai tout fermé, mais vraiment tout. On a l'impression d'être tout le temps surveillé. On ne peut pas, entre guillemets, avoir notre vie privée dans notre téléphone, puisque on sait tout sur un téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux, par message ou n'importe. Déjà l'électronisme, la fracture numérique des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir les dernières tablettes, ce genre de choses. Tout comme les personnes qui peuvent juste ne pas avoir une connexion à Internet, qui ne sont pas dans des quartiers ou dans des zones blanches. Personnellement, j'ai formaté mon ordinateur, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans et je n'ai mis que de l'open source dessus. Donc, ouais, non, le côté surveillance me gêne beaucoup. Ah ben on est libre, voilà, c'est la facilité, c'est génial. Mais en réalité, voilà, je me dis que finalement on est tous esclaves de ça et puis je me dis que ça ne va pas aller de mieux en mieux. Les jeunes sont nés avec Internet, les millennials, la génération alpha, ce genre de choses, naissent avec Internet, que forcément ils vont, ils vont savoir l'utiliser. Enfin, je pense qu'il faut les prévenir, il faut leur former l'esprit critique, parce que ce que dit, je ne sais pas moi, Dédé du 56 n'est pas forcément la vérité absolue, parce que la vérité n'est pas absolue. Et en plus de ça, juste déjà apprendre à choisir les bonnes sources, les sources fiables, connaître la couleur des médias. Enfin, quand je dis la couleur des médias, c'est la couleur politique des médias, se forger sa propre opinion politique ou juste sa propre opinion. Juste apprendre à penser et apprendre à faire attention. On ne donne pas ses coordonnées bancaires sur Internet ou on ne raconte pas sa vie. Ça se trouve, il y a nos prochains patrons, ils vont voir les photos, ils vont voir certaines choses et ça peut nous jouer des tours à notre carrière.
On le sait tous, on sait comment que ça se passe, donc ça, je pense que ça reste la responsabilité de chacun. Tout est poison, rien n'est poison, hein, tout dépend de la mesure. Hein. Je crois que c'est à nous de fixer les limites. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi je vois bien qu'il y a un phénomène d'addiction qui est assez incroyable hein, quand même. Moi, j'étais impressionnée par la présence de la conscience de l'addiction. C'était très, très fort chez quasiment toutes les personnes qui ont été interrogées, même s'il y en a une qui a insisté sur ces points. Et ça me fait penser au fait que le phénomène qui nous intéresse, ce n'est pas l'Internet en tant que tel. Il faut vraiment garder en tête la distinction déjà entre l'ordinateur et le téléphone portable. Je pense que le téléphone portable a introduit quelque chose de tout à fait nouveau et je le constate notamment avec la génération des étudiants où j'ai l'impression que tout comme ma génération, donc les gens qui sont nés à la fin des années 70 et au début des années 80, pour nous les ordinateurs c'était aussi un champ de création de jeux véritablement. Donc on avait les ordinateurs et on faisait des nouvelles choses. Quand vous recevez un téléphone portable avec des applications qui savent tout faire et votre seul travail créatif c'est de déplacer les choses avec votre doigt, c'est là les côtés créatifs que ma génération avait encore, là c'est complètement perdu. Je le vois aussi par le fait que mes étudiants sont infiniment moins bons en informatique que moi. Ce qui est quand même choquant parce que les personnes qui ont 20 ans de plus que moi aujourd'hui sont infiniment moins bonnes que moi et les personnes qui ont 20 ans de moins que moi, pareil, elles sont plus proches des seniors que de ma génération. Donc on a l'impression qu'il y a une certaine promesse, on avait l'impression que des natives, des gens qui sont nés avec l'informatique, forcément ils vont tout maîtriser. Or pas du tout, non seulement au niveau technique ils ne maîtrisent pas les outils, mais évidemment au niveau de la capacité de détecter les informations fiables des informations non fiables, là aussi c'est assez insatisfaisant. Donc pour moi c'est une grande déception effectivement générationnelle. Il y a au fond une réponse quasi automatique en face de la question numérique. C'est-à-dire, en gros, il y a une réponse qui est « c'est dangereux », il y a une réponse « c'est coercitif », ça m'empêche d'être libre finalement, et ça me met en situation d'être au fond dans l'obligation de ne pas pouvoir échapper à ce qu'il dit. Et c'est étonnant que d'un seul coup on soit dans le registre, dans ce registre-là, qui est celui au fond de la critique immédiate du numérique. Lorsqu'on pense à l'histoire de la construction du numérique, à tu l'as dit, ces promesses, les espérances, tu en parlerais mieux que n'importe qui, Sam, sur la question des pionniers, on voit bien qu'il y a là un renversement complet de ce qui était espéré à l'idée que l'on allait connecter des gens les uns avec les autres et que l'on allait pouvoir, au fond, construire une société dans un autre sens. Mais au fond, il y a une forme de délégation à l'automatisation des choses. C'est-à-dire qu'au fond, une espèce de constat imparable qu'on est en train de verser dans une forme à la fois d'automatisation, et puis de l'autre côté, une incapacité à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on est délesté de nos responsabilités face à ce qui est en train de se produire. Beaucoup des questions qui nous traversent et qui traversent le monde sont à hauteur d'humain. C'est-à-dire que chacun des humains qu'on a en face de nous pose sur la table un questionnement, des inquiétudes, des solutions. Oui, il y avait une promesse autour du numérique, il y avait une promesse d'émancipation, et en fait on se rend compte, et je pense que la bascule se fait en 2007, elle se fait en 2007, elle n'est pas si récente que ça, enfin elle n'est pas si vieille que ça, elle est récente, elle se fait en 2007 avec l'arrivée de l'iPhone, c'est à ce moment-là que la bascule se fait réellement. Les autres sont des bascules plus transitionnelles, elles se font plus naturellement, l'arrivée du web participatif, etc., ça diffuse, mais la bascule dans la société se fait avec l'arrivée de ces outils qu'on va porter 24 heures sur 24 sur soi, mais on s'est placé du côté des usages en oubliant le fait que ces usages reposent sur des outils dont on ne maîtrise pas le fonctionnement. Mais ça, c'est aussi traditionnel de la technique à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une voiture, sur l'échelle d'une voiture, ouvrir le capot, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'on se sert de la voiture, mais on n'a plus aucun moyen d'aller techniquement agir sur la voiture. Même le garagiste, c'est-à-dire qu'il a
ces boîtes qui permettent de connecter, de faire la maintenance sans lui-même pouvoir intervenir. Donc on assiste quand même, et ça c'est significatif, on assiste dans notre monde à une technologie omniprésente. On parle d'informatique ambiante, c'est-à-dire on parle, on a quelque chose qui nous écoute, mais avec un éloignement de plus en plus grand des fondamentaux sur quoi repose la technologie. Et c'est là, je pense, que le hiatus se trouve. C'est, oui, les usages, mais si je ne sais pas sur quoi reposent ces usages, je suis le dindon de la farce, parce que ceux qui savent sauront très bien organiser tout ce qu'il faut pour que je me comporte comme il faut dans les usages qui sont les miens et dans ce que disait Anna au début, dans la paresse naturelle de l'humain. C'est confortable, c'est beau. On se trouve un petit peu dans la situation des vieux films où quand des explorateurs arrivent quelque part et qui veulent s'acheter à une tribu, ils leur donnent de la verroterie. Un petit peu de la même façon, on a des beaux objets qu'on paye très cher qui nous amènent à être disponibles pour tout un tas d'outils dont on ne connaît pas exactement le mode de fonctionnement, et c'est là où c'est grave. Moi, je suis de la génération, et j'en termine là-dessus, je suis de la génération des seniors, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai connu l'arrivée de la télévision. D'une certaine façon, quand j'étais petit, on a découvert la télévision. Ça, c'était une révolution extraordinaire. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus, puisqu'en effet, on est passé sur autre chose. Aujourd'hui, vous prenez les infos, il y a une innovation tous les jours. Il suffit de prendre, bon, j'exagère, voire même plus vite. Quand on regarde les infos qui viennent de chez Boston Dynamics, avec les robots qui font des saltos, etc., le chien qui se promène, il y en a un à Nancy. Ce qu'on est capable de faire avec nos téléphones. Là, j'ai reçu la pub pour le prochain iOS 14 qui va arriver, qui va faire la cuisine et il va tout faire. C'est ça qui aussi crée les conditions d'une forme d'asservissement et d'éjection de ceux qui ne sont pas en capacité d'intégrer cette complexité croissante. Je prends l'exemple de ma vieille mère. Elle est à l'aise avec les outils. Elle veut aujourd'hui faire un virement ou payer quelque chose en ligne, parce qu'elle achète beaucoup de choses en ligne. Là maintenant, il faut installer une autre application sur le téléphone pour pouvoir certifier que sa transaction sera la bonne. C'est une montagne pour elle. Alors que ça se passait très bien avant, c'était un SMS, ça allait bien. Là, on crée une complexité. Alors c'est pour notre bien, c'est toujours un peu aussi ce qui se cache derrière nos outils, c'est toujours pour notre bien. C'est comme la vidéosurveillance, c'est comme la reconnaissance faciale, c'est toujours pour notre bien, pour notre sécurité. Donc c'est pour son bien parce que c'est un moyen de sécuriser sa transaction, sauf qu'elle est tellement bien sécurisée qu'elle ne sait plus la faire. Il y a 13% des Français qui n'ont pas accès, pour différentes raisons, au numérique. 13%. À Nancy, je crois que c'est pas loin des 2/3 des personnes qui sont éloignées de ça. Donc là aussi, il y a quelque chose de caché. On part du principe que tout est acquis, que le numérique va nous rendre nos vies faciles, nous a permis de vivre pendant ces temps de pandémie, mais on cache la majorité des individus qui, eux, ont vécu ça dans la douleur, dans l'éloignement, dans l'exclusion, dans l'impossibilité de faire ou leur métier ou les activités qui sont les leurs. Et donc on assiste à cette tension-là, et si on n'est pas conscient de ça, eh ben, on sert ce qu'on ne devrait pas servir du point de vue politique et de la construction de la société qu'on réserve à nos enfants. Donc l'apprentissage fondamental, sans doute, c'est l'apprentissage de la résistance vis-à-vis de trop d'informations. Mais nous avons un ennemi dans cet apprentissage, et ce ne sont pas seulement des grandes corporations qui essayent d'acheter notre attention. Notre plus grand ennemi, c'est nous. Nous avons une capacité extraordinaire de nous adapter, pour des raisons de l'évolution, à un confort et à oublier tout ce qui n'allait pas jusqu'à présent. Donc nous sommes fondamentalement paresseux et normalement c'est quelque chose de formidable. Sauf que l'Internet nous met devant un défi où notre paresse doit s'arrêter et probablement c'est là la question la plus difficile pour nous qui sommes enseignantes et enseignants, comment forcer nos étudiants à cesser d'être paresseux. D'une certaine façon, on vient transférer notre responsabilité personnelle dans des systèmes qui d'une certaine façon, règlent pour nous les questions. Nous sommes des optimistes. Ça ne se voit pas comme ça, mais regardez la manière dont nous réagissons vis-à-vis du changement climatique. Ça va se régler tout seul. Évidemment, il y a une sagesse spontanée de la nature qui va résoudre tout à notre place. De même, l'informatique, ça va se régler tout seul.
Donc il n'est pas nécessaire d'entrer dans des spéculations, dans l'organisation physique des gens. Non, regardez, tout va bien. Le biais d'optimisme est quelque chose qui est formidable. C'est ça qui nous permet d'oublier nos traumas, c'est ça qui nous permet de ne pas avoir honte tout le temps de toutes les bêtises que nous avons fait récemment ou dans le passé. Donc pour la plupart d'entre nous, c'est complètement salvateur. Donc la chose qui est essentielle pour notre survie psychologique, c'est aussi la chose qui nous empêche d'agir et qui conduit à notre suicide collectif, pour citer Castoriadis. Est-ce qu'on peut en sortir ? Et ça, c'est une des questions qu'on pose d'ailleurs dans le bouquin. Enfin, c'est une interrogation que l'on se pose. Quel est le système le meilleur ? Quel est au fond l'endroit où d'un seul coup on pourrait reprendre les choses en main d'une certaine façon ? Et donc aujourd'hui, à mon sens, la vraie question, c'est, pour revenir aussi à Tocqueville, qui dit que soit on restera des moutons industrieux et sages, en continuant qu'il y a des gens qui savent très bien ce qui est bien pour nous, ou alors on renversera la table, métaphoriquement, mais au moins on reposera ces questions-là de façon à ce que le débat, et c'est ce qui manque aujourd'hui sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Prenons le cas de la 5G, n'a pas été débattu. La question de la vidéosurveillance qui est installée partout, c'est pas débattu. La question de la reconnaissance faciale, ça vient ça suit son chemin. Donc on n'aura pas un débat citoyen sur ces questions-là, avec un engagement d'une vision du monde intégrant ces outils, mais à des fins dont on aura bien mesuré l'impact et l'usage et les finalités. Je pense qu'on courra derrière en permanence et c'est une course qu'on perdra. Est-ce qu'on a besoin d'une machine qui, dans nos poches, est plus puissante que l'ordinateur qui a permis aux hommes d'aller marcher sur la Lune? Et pour voir ce qu'on en fait en plus, on voit réellement les usages qu'on en a. Ou des ordinateurs hyper puissants avec des logiciels, on en parlait tout à l'heure, des logiciels dont on utilise 5-10% des fonctionnalités. A-t-on besoin de cette inflation perpétuelle? En septembre 2021, à Nancy, on aura un grand congrès médical. Un grand congrès médical dont j'ai regardé le programme il y a quelques jours. Tout est sur le numérique. Donc, nouvelle application, nouvelle manière d'interagir entre le médecin, entre les patients eux-mêmes, etc. La même semaine, nous apprenons l'existence approfondie des déserts médicaux en France. Et quelle est la réponse aux déserts médicaux en France? Plus de numérique. Évidemment. Au lieu de faire des réformes structurelles qui pourraient encourager davantage de médecins d'aller s'installer dans des petites communes, etc., la réponse passe par le numérique, ce qui est évidemment du point de vue écologique un scandale et du point de vue humain un scandale. C'est pas possible de réduire la vie des personnes âgées, des personnes qui ont 80 à 90 ans, à un contact avec leur téléphone portable. Ces personnes, elles ont besoin d'aller voir leur médecin, d'être rassurées, d'être accompagnées. Il s'avère que je travaille aussi sur des questions de fin de vie. Et tout comme je suis extrêmement favorable à une loi qui permettrait la fin des vies accompagnées, donc ce qu'on appelle classiquement euthanasie, cette euthanasie, évidemment, devrait être faite en présence d'un médecin que vous connaissez bien, qui vous suit depuis des années. Il est le seul à savoir ce qui se passe chez vous, et sa présence peut être pour vous vraiment la présence nécessaire pour passer vers au-delà. Et ce n'est pas votre téléphone portable qui va remplacer cette présence. Surtout vis-à-vis des personnes âgées, nous avons un devoir absolu de maintenir un nombre décent de médecins en France. Et là, la promesse du numérique est un mensonge. Il n'y a pas de solution technologique qui soit la réponse aux questions politiques. Il n'y a pas. On ne peut pas transférer ça. Donc la véritable question qui nous est posée, c'est celle de la responsabilité. C'est celle de notre capacité à former des citoyens responsables, c'est-à-dire en capacité d'agir. C'est ça la question. C'est pas priver l'humain de ses outils, mais remettre de l'humain où à tous les endroits il est nécessaire d'en avoir. Aujourd'hui, on se rend compte que les humains sont de plus en plus éloignés. Vous avez besoin de contacter votre banque, vous avez d'abord un robot conversationnel. Vous avez besoin d'aller à la NPE, Pôle emploi, c'est d'abord une plateforme. Vous avez besoin d'aller chercher un boulot, c'est une plateforme. Vous avez besoin de vous inscrire pour aller à la fac, c'est une plateforme. Il n'y a plus aucun endroit où on élimine de plus en plus, où on le met de plus en plus loin, l'autre. En fait, la réponse, et c'est cette réponse unique de l'outil qui fait que nous éloigne de plus en plus des autres humains et où la relation se construit. Le jour où on enlève l'humain de la boucle,
on ne le remet pas. Et donc là, aujourd'hui, on enlève l'humain de partout. Et on est en train de prendre le pli d'une société complètement vide de relations humaines, dans laquelle les gens mourront en se parlant à un médecin qui sera même reconstitué sur un écran, où les gens, où on va voir un médecin, ben non, il n'y en a pas, ben vous allez vous connecter, vous avez besoin d'un vaccin, ben non, vous allez sur Doctolib qui lui revend les données à d'autres parce que ça l'arrange, il fait son business là-dessus. Enfin, il y a toute cette logique-là qui s'installe, qui est nécessaire de contrecarrer, et pour le contrecarrer, ben, il faut démonter les rouages. Il faut remettre du débat, comme on le fait là, avec des étudiants entre nous, avec les autres humains que nous croise partout, comme vous l'avez fait aussi dans le micro-trottoir, et qu'on reconstruit une société qui intègre ça, mais en étant respectueux et bienveillant à l'égard de la vie. C'est remettre quelque chose qui n'est pas droit. C'est remettre quelque chose qui est sinueux, qui est tordu, qui va à l'envers, qui va ici mais qui va de l'autre côté. C'est croire ça mais en même temps ça. C'est aimer ici mais pas ça. Enfin, en tout cas, c'est tout ça qui fait que d'un seul coup, ça vaut le coup de vivre. Et donc, c'est la remettre de l'humain.